Parfait, donc bonsoir à tous, bienvenue à ce Brain to Brain, ici dans un nouveau lieu, à la gare de Neuchâtel. On espère que ça vous plaira. L'idée c'était d'avoir un endroit assez ouvert, accessible aussi pour ceux qui viennent un peu plus loin. Et puis à la fin, comme d'habitude, on passera un moment convivial, il y aura des pizzas, des boissons, etc. Donc le but c'est vraiment d'ouvrir l'échange. Et puis, le concept du Brain to Brain de l'association AI Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours justement d'offrir une plateforme de discussion. Le sujet de l'IA, qui est très très vaste, qui avance très très vite, pose beaucoup de questions. Là, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est un peu légal, conformité, compliance, etc. Mais il y a plein d'autres sujets. Et chaque fois, on essaye de toujours inviter un expert qui est capable d'exposer en fait, son expertise dans un certain domaine assez spécifique, tout en ayant en ligne de mire en fait, votre compréhension, vos questions, vos interrogations, que ce soit dans le privé ou aussi dans le monde de l'entreprise. Donc, à tout moment, n'hésitez pas de poser vos questions, ou en tout cas à la fin, de façon à ce que vous ayez des réponses. Il ne faut pas partir d'ici avec des interrogations. Il y a bien entendu la possibilité de continuer la discussion justement après la partie un peu plus structurée. Et sinon, l'association AI Suisse, comme vous le savez, on fait des événements à Neuchâtel, à Lausanne, à l'EPFL, on en fait des fois aussi un peu plus loin. Le but, c'est aussi de faire participer la communauté. Donc, si vous avez, vous, l'ambition de faire quelque chose, n'hésitez pas aussi à nous approcher. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait, puis on va aussi mettre ça dans le programme. On essaye d'avoir un certain fil rouge, de faire des séries. Donc, par exemple, pour le deuxième semestre, on a le côté éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation, on sait que c'est quelque chose de très important pour nos futurs, pour nos enfants, mais qui bouge très très lentement. Alors comment on arrive à mettre ça dans l'échiquier actuel où l'IA bouge très vite, où la société va forcément être chamboulée et l'éducation qui, elle, politiquement a quelques difficultés des fois à avancer. Donc notre but en tant qu'association neutre à ce niveau-là, c'est de justement amener en fait les décideurs, les différentes personnes qui peuvent avoir un impact là-dessus, à s'exprimer de façon à ce qu'on puisse peut-être ici en Suisse être pionnier à ce niveau-là et puis essayer de trouver des solutions avant que les problèmes ne soient trop présents. Voilà. Donc comme je disais, il y aura après la partie pizza, verré, etc. C'est pour ça qu'il y a une petite contribution pour l'événement. Mais si vous êtes membre, vous avez accès vraiment à tous les événements gratuitement. Donc n'hésitez pas aussi de façon à ce que vous puissiez venir sans autre à tous les événements. Les places, ici, il n'y a pas de souci, il y a assez de places, mais en général, c'est priorité bien entendu aux membres. Et du coup, on a aussi online une plateforme d'échange. Donc, on a une communauté online qu'on est en train de créer de façon à ce que si vous avez des questions sur à peu près n'importe quoi autour de l'IA, vous puissiez à tout moment mettre ça dans le chat communautaire et avoir des gens de la communauté ou des experts qui y répondent. Donc, on veut essayer vraiment d'étendre un peu l'offre à ce niveau-là. Voilà, maintenant, on a Johan Garraud de l'entreprise Lexer qui est lui expert, il nous dira dans quoi. Mais le but, c'était vraiment ici d'approfondir un projet, un sujet qui est vraiment très important. On entend beaucoup parler de la protection des données. Le légal a aussi une certaine difficulté des fois à s'adapter à l'IA. Donc on va entendre aujourd'hui comment ça se passe là autour, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et je suis ravi de t'avoir ici, Johan. Merci pour de l'invitation. Voilà. Alors bonne séance et puis bienvenue. J'enlève ici. Ouais, exactement. Je vais prendre ça. Voilà. Ok. Très bien. Bonjour, bienvenue. Comme disait Stéphane, je travaille donc, je suis avocat auprès de Lexar, une étude d'avocat qui travaille avec les sociétés technologiques de manière générale, les startups, etc. Donc notamment l'intelligence artificielle. J'espère pouvoir vous apporter des réponses, même si j'ai tendance aussi à soulever des questions. Mais nous pourrons de toute façon en discuter. Et comme disait également Stéphane, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez m'interrompre, poser des questions ou apporter votre opinion. Le but, c'est aussi que ça soit une discussion par rapport à ça. Si vous avez des choses à ajouter, c'est avec plaisir. Okay.
Nous allons donc premièrement faire un petit état des lieux de la conformité légale en matière d'IA, donc des notions pertinentes de l'AI Act, protection des données, propriété intellectuelle et éventuellement protection des consommateurs, mais voilà, on verra après. Nous allons ensuite parler un petit peu plus de l'utilisation de l'IA dans votre business avec quelques exemples pratiques. Oui? Excusez-moi, monsieur. Oui. Pourrions-nous vous demander de parler un peu plus fort, d'essayer. Avec plaisir, pas de souci. En fait, je ne savais pas si c'était un microphone ou pas. Alors ça, c'est juste pour la vidéo. Ah, d'accord, très bien. Pardon, volontiers. Désolé. Du coup, l'utilisation de l'IA dans votre business et ensuite, on parlait un petit peu plus de la Suisse dans tout ça, la réflexion autour de la stratégie de la Suisse et de comment est-ce que ça peut aller de l'avant. Le dernier sujet a vraiment pour but d'être plutôt une discussion qu'on peut éventuellement continuer justement avec une bière et une pizza, mais on en parlera après. Donc, l'état des lieux. Je ne vais pas ici vous définir ce qu'est l'IA, je pense que tout le monde est au clair avec ça. Mais par contre, ce qui est pertinent de savoir avec la loi sur l'IA, donc la loi sur l'IA de l'Union européenne, c'est de savoir qu'est-ce qu'un système d'IA au sens de la loi sur l'IA. Et donc, c'est un système qui a des objectifs explicites ou implicites et qui est conçu pour fonctionner de manière autonome. Attendez, j'ai un problème ici. Pardon, voilà. Avec un certain niveau d'autonomie et de faire preuve d'adaptabilité dans la manière dont le système va utiliser les inputs et fournir des outputs par rapport à ça. Il doit également déterminer donc des résultats et pouvoir influencer son environnement physique ou virtuel, c'est-à-dire avoir une influence dans le monde réel. La loi, elle est basée donc sur 4 systèmes de risque. C'est une loi basée sur le risque et risque inacceptable, donc l'interdiction de certaines pratiques, l'interdiction de certains systèmes, ensuite des risques élevés et enfin des systèmes d'IA qui doivent être détaillés, donc une certaine obligation de transparence, et enfin certains systèmes d'IA qui ont un risque faible, dont il n'y a que très peu d'obligations qui s'imposent. La question, la première, c'est de savoir quand est-ce que ça s'applique en Suisse, parce que la loi sur l'IA est donc une loi européenne. Et là où ça devient pertinent, c'est qu'elle s'applique aux entreprises qui sont basées en Suisse, qui développent ou déploient des systèmes ou des modèles d'IA si elles interagissent avec le marché Union européenne. Et donc, c'est la mise sur le marché de modèles de systèmes d'IA en tant que tel, mais aussi de produits, de services via le système d'IA sur le marché de l'Union européenne. Du coup, dans ce cadre-là, la loi a un peu une même approche que le RGPD, dans le sens où, même si on n'est pas dans l'Union européenne au sens strict, elle va quand même imposer aux entreprises suisses des obligations par rapport à ça. Comme je disais, la loi sur l'IA catégorise les systèmes dans 4 grandes catégories, enfin 5, le General GPAI, mais on en parlera après. Et premièrement, c'est les systèmes qui sont interdits. C'est déjà en vigueur depuis février de cette année, alors que les autres obligations vont venir en vigueur d'ici cet été et ensuite l'année prochaine. C'est donc les systèmes interdits, ce sont ceux qui déploient des techniques subliminales pour fausser le comportement et susceptibles de causer des dommages. C'est un peu vague, mais voilà, c'est des choses qui vont influencer la manière dont on agit de manière à créer des dommages. Un autre exemple, par exemple, c'est listé, mais un autre exemple, c'est l'identification biométrique à des fins de maintien de l'ordre. Donc il y a quelques exceptions, mais une sorte d'identification biométrique, imaginez des caméras de surveillance en temps réel, qui vont définir sur la base de si vous souriez ou pas, est-ce que vous êtes à même de commettre un crime dans les 10 prochaines minutes et des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont également interdites. Ensuite, et là c'est peut-être le plus gros chapitre, c'est les systèmes à risque élevé. Et donc, ce sont des systèmes d'IA qui ont tendance à être soit utilisés comme composante d'un produit qui est lui-même, qui doit faire lui-même l'objet d'une évaluation. Donc, pensez aviation civile, produits médicaux qui doivent être validés par marquage CE, etc. Et l'autre option, c'est tout ce qui est listé dans l'annexe 3 de cette loi sur l'IA. Donc, il y a une liste assez extensive qui va être précisée avec le temps et il y a des décisions, des explications qui sortent régulièrement par rapport à ça, qui a pour but donc de lister les sujets dans lesquels
si dans lesquels vous utilisez des systèmes d'IA, ça devient un système d'IA à haut risque. C'est par exemple le recrutement, donc pensez décisions automatisées d'engagement de personnes qui postulent dans votre entreprise. Ça peut aussi être tout ce qui est en RH de manière plus générale avec décisions de promotion ou de résiliation des rapports de travail, ou alors l'utilisation de la biométrie, pour autant qu'elle ne soit pas interdite via les systèmes interdits, mais donc de tout ce qui est trait du visage, les yeux, etc., pour différentes manières, ou alors l'application de la loi. Tous ces systèmes-là vont être des systèmes à haut risque. La prochaine étape, c'est donc les systèmes qui doivent être détaillés de manière plus importante, donc une obligation de transparence. Ça, on pense vraiment à tout ce qui est système d'IA qui va interagir avec les personnes physiques. Donc là, typiquement, c'est le chatbot, ou alors les deepfakes, ou enfin, des systèmes de génération d'images, de vidéos, où l'obligation principale, c'est la volonté d'informer les gens qu'ils interagissent avec un système d'IA. Et du coup, cette volonté de dire c'est un chatbot qui est powered by, etc. Ou alors se dire, attention, les images sont générées artificiellement, etc. C'est donc la volonté de clarifier cette chose-là. Et enfin, la dernière étape, c'est donc les systèmes à risque minimaux. C'est des choses qui sont déjà en vigueur depuis très longtemps, qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte. Pensez filtres, spam, et des choses comme ça. Et tous ces systèmes-là, c'est principalement un respect de la formation IA. Donc, c'est tout le principe de la loi qui va parler de AI literacy. Et donc, les déployeurs de systèmes IA doivent prendre des mesures pour assurer qu'il y ait une certaine AI literacy à l'intérieur de leur entreprise par rapport à savoir que les gens qui traitent de l'IA savent ce qu'est l'IA et savoir comment ça fonctionne, etc., dans une certaine mesure. Les rôles ensuite qui sont dans cette loi sont donc les 4 rôles que la loi définit: fournisseur, déployeur, importateur et distributeur. Fournisseurs, c'est ceux qui développent un système d'IA dans l'intention de le mettre sur le marché. C'est Google, c'est OpenAI, etc. Enfin, ça peut aussi être beaucoup plus petit, mais c'est notamment ces entités-là. Ils ont une obligation d'assurer que le système d'IA est conforme aux exigences de la loi. Donc, si c'est du haut risque, c'est à eux de respecter toutes les obligations listées et d'élaborer une documentation technique détaillée au sens de la loi par rapport à comment ça fonctionne et effectuer des procédures d'évaluation de la conformité des systèmes. Ensuite, nous avons le rôle du déployeur, qu'on parlera encore un petit peu par la suite, qui est donc le rôle le plus à même de toucher la grande majorité des sociétés suisses qui vont se confronter à cette loi, donc de fait d'utiliser un système d'IA et de le mettre en vigueur sur le marché européen dans une idée d'utilisation de l'IA dans le produit ou dans les services qui sont fournis. Enfin, importateur, c'est une entité établie dans l'UE qui va faire venir le système sur le marché et le mettre en place. Et distributeur, c'est une sorte de catégorie tierce où c'est la personne qui va être dans la chaîne d'approvisionnement sans être le fournisseur ou sans être l'importateur. Pour ce distributeur, l'obligation va être beaucoup plus de vérifier que le système porte le marquage nécessaire. Donc, si le distributeur va distribuer un système médical comprenant de l'intelligence artificielle, vérifier qu'il y ait aussi le marquage CE et que toutes les documentations techniques liées non seulement à la technique médicale, aviation, etc., mais aussi à l'intelligence artificielle soient respectées. Le déployeur, ses obligations, c'est donc d'utiliser le système conformément au mode d'emploi qui les accompagne. Et c'est là où la relation entre le déployeur et le fournisseur se détaille. C'est-à-dire que le fournisseur doit mettre en place une documentation technique, un mode d'emploi, doit expliquer comment fonctionne son système d'IA. Et le déployeur a, lui, l'obligation de l'utiliser conformément à ce mode d'emploi. Il a également l'obligation de vérifier que les données d'entrée, donc l'input, soient pertinentes au regard de l'objectif visé par le système d'IA. Donc, s'il réutilise lui-même, il rajoute des données dans le modèle, qu'il a une obligation par rapport à ce qui va être utilisé par rapport à ça. Et c'est de nouveau en lien avec le mode d'emploi, avec la documentation technique, etc. Ensuite, contrôler le fonctionnement du système d'IA sur la base du mode d'emploi, toujours avant, pendant et après.
Et s'il a des raisons de penser que l'utilisation du système peut entraîner des risques, il doit informer le fournisseur ou le distributeur. Donc il a aussi une sorte de rôle d'intermédiaire, d'application de la loi, entre guillemets, où il obtient une responsabilité en utilisant le système et a aussi une obligation de soulever des doutes si cela s'applique. Et conserver les journaux générés automatiquement par le système. Enfin, voilà. Une autre catégorie dans la loi sur l'IA est donc le GPAI, qui est donc des systèmes spécifiques qui sont adaptés à un usage. Enfin, les systèmes d'IA, justement, c'est ce qu'on disait avant, c'est des systèmes qui sont adaptés à un usage particulier. Alors que les modèles GPAI, c'est donc des systèmes entraînés sur des quantités importantes et diverses de données, etc. Donc, ChatGPT, par exemple, ou tout autre Large Language Model, est adapté ensuite pour un système d'IA spécifique. Donc le chatbot sera le système et le LLM sera le GPAI. Toutes les entités qui vont déployer des GPAI ont une obligation de transparence, donc également une obligation de déclaration sur les données de formation utilisées et aussi le respect de la politique de l'UE en matière de droit d'auteur. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent pour tous les fournisseurs de ces GPAI. Les logiciels libres sont partiellement exemptés, donc tout ce qui est open source, on aura quelques exceptions qui vont s'appliquer par rapport à ce qui doit être respecté en matière de transparence et de droit d'auteur. En plus de cela, si le GPAI a un fort impact et un risque systémique, donc calculé sur la base de la quantité de flops, même dans ce cas-là, même en open source, on aura une obligation d'évaluation des modèles avec des tests contradictoires pour potentiellement atténuer les risques. Et donc, c'est une sorte de gap analysis où on va vraiment essayer d'estabiliser les risques, quelles mesures peuvent être prises pour atténuer ces risques, et ensuite de pouvoir mettre en place le modèle. Par rapport donc à la loi de manière sur l'IA de l'Union européenne, quoi faire concrètement? Si le premier élément, si vous utilisez un système d'IA et que la loi s'applique à vous, c'est de définir quel est le risque de ce système. Donc, prendre la catégorisation et regarder est-ce que c'est un système interdit, si oui, ne pas l'utiliser. Si c'est au risque, lister les obligations et s'y conformer. Et ensuite, respecter les obligations de transparence, d'information. Donc, c'est notamment ce que je disais avant par rapport, si vous utilisez un chatbot avec de l'IA, de l'informer que les gens qui interagissent avec un chatbot. Et respecter les principes généraux de la loi de manière générale. Enfin, si vous utilisez un système à haut risque, donc si vous avez répondu oui, j'utilise un système à haut risque, adopter des systèmes de gestion des risques appropriés, adopter des politiques en matière de données et de gouvernance des données, produire la documentation technique et les instructions d'utilisation nécessaires sur la base du mode d'emploi du fournisseur, ayez de la documentation à l'interne pour assurer que les gens qui utilisent le système, qui développent avec le système ou qui fournissent des services avec le système, respectent eux aussi les règles applicables par rapport à ça et assurer la tenue des registres et la surveillance humaine générale organisationnelle et garantir la précision, l'exactitude, si on veut, et la sécurité du système. Est-ce que vous avez des questions sur la loi sur l'IA de manière générale ou est-ce que nous passons aux protections des données? Oui. 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 Ouais, je veux. Ah, j'en ai deux en fait, mais la première c'est ça c'est la loi européenne. Hein. Oui. En Suisse, on a plutôt tendance à dire on réglemente d'une certaine manière et puis si c'est pas réglementé, bah, on laisse un peu faire et puis si on voit qu'il y a des abus, on coupe. Déjà, est-ce que ces règles elles ont été faites par des gens qui comprennent l'IA ou c'est simplement des bureaucrates qui ont dit on va essayer de faire quelque chose? Je fais exprès l'avocat du diable là-dessus. Ouais, bon, je suis assez. Et puis la deuxième, c'est on parle de respect de l'humain, la surveillance humaine et tout. Donc, on est dans un canton très industrialisé. Il y a plein d'entreprises industrielles aussi en Europe. Et il y a de plus en plus de ces outils qui vont vérifier que la personne elle a bien mis les bonnes choses dans le carton, qui va l'alerter si elle n'a pas mis les bons composants, par exemple pour un envoi. Ça reste de la surveillance, mais c'est aussi pour faire les choses mieux, pour éviter en fait que des colis arrivent, reviennent ou des pertes dans les stocks. Donc, à quel moment on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors que c'est pour améliorer des processus? Bonne question. Non, mais pour la première, déjà, premièrement, je pense que
Est-ce que ça a été fait par des gens qui comprennent l'IA? Probablement. Maintenant, c'est aussi un énorme compromis politique. Et d'après, enfin, d'avoir lu ou entendu parler des gens qui ont participé à la rédaction de la loi, il y a des partis qui ne savent pas non plus exactement ce que c'est censé vouloir dire parce que justement, c'est des compromis et il y a forcément une sorte d'entre-deux. Maintenant, c'est aussi quelque chose qui va être, comme j'ai dit, il n'y a pas tout qui est encore en vigueur, donc il y a des choses qui vont être précisées avec le temps, de la même manière où, si on parle du RGPD par exemple, il y a toutes les autorités européennes qui rendent des décisions presque tous les jours ou plus que tous les jours sur beaucoup de points pour détailler toutes les notions, etc. Donc c'est quelque chose qui va aussi prendre du temps par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, par rapport à la surveillance, ici, la loi, elle a pour vocation de traîner. Enfin, je ne pense pas qu'on serait dans un cas de surveillance. Enfin, dans ce que vous mentionnez industriel, on ne serait sûrement pas dans quelque chose d'interdit. Du coup, on serait potentiellement dans du risque. Maintenant, si c'est quelque chose qui est uniquement suisse pur, on est en dehors du champ d'application de la loi. Donc, c'est déjà la première étape. Après, il y a d'autres, comme vous dites, en Suisse, où ça va être réglé en termes sectoriels. Il y aura des problèmes de protection des données, il y aura des problèmes de droit du travail potentiellement, et il y aura toutes ces questions-là qui vont devoir aussi être réglées et où la Suisse, exactement, je suis assez d'accord avec vous, va en effet aller dire si vous utilisez l'IA pour surveiller, on est dans cette partie-là en droit du travail et se rattacher à des notions qui existent auparavant pour remettre les choses dans l'ordre et fixer des limites. Oui. Moi j'ai aussi deux questions. La première qui m'interpelle, c'est quel est le poids de la loi sur l'IA, vu que c'est une loi européenne. Et puis on voit que la plupart des fournisseurs d'IA sont dans d'autres pays qui font à peu près fi de la loi européenne. Donc à quoi ça sert, hein, on le voit aussi avec la NLPD. Hein, donc, c'est, grosso modo, c'est bien l'Europe, vous avez fait quelque chose, mais allez jouer dans votre bac à sable. Ouais. C'est grosso modo ça, hein, si je veux vulgariser. Ça, c'est la première question que j'ai. Et la deuxième question, alors on est dans un pays et puis dans un continent qui est très libéral, où on responsabilise les sociétés et les personnes de dire faites bien, faites en sorte de faire bien. Alors, en ayant essayé de conseiller des sociétés à mettre en place un NLPD, grosso modo, quand on leur parle de NLPD, c'est grosso modo, c'est comme si on essayait de parler chinois à un brésilien, donc il ne veut rien comprendre. Alors, c'est un petit peu facile, je trouve, avec cette loi, de responsabiliser les sociétés et de dire c'est à vous de faire en sorte que ça se passe bien. Ouais, je suis assez. Ça devient une discussion plus politique, entre guillemets. Et le but, c'est plus de montrer ce qu'est les règles, entre guillemets, ce qu'est la conformité. Après, je suis assez d'accord avec vous que l'over-regulated ne va pas résoudre le problème et ne va pas aider les gens à innover. Et on va se retrouver exactement dans une situation où on risque d'avoir les entreprises importantes de simplement dire du coup on ne vient plus en Europe, c'est trop embêtant et on n'a plus envie de venir avec vous et point, et on tire le trait. Donc ça, c'est un vrai risque. Et je pense que c'est pour ça que la Suisse ne veut pas, après ça, voilà, ça reste que mon avis, mais ne veut pas rentrer dans ce jeu-là et veut plutôt avoir une régulation sectorielle. Maintenant, quel est le poids par rapport, où je vous rejoins par rapport à la NLPD, c'est que je pense que cette loi, elle doit être une loi de risque. Et c'est un peu la même chose pour la NLPD, c'est-à-dire que c'est une loi de risque. Et du coup, on ne peut pas être, enfin, on peut, mais c'est très 100% compliant, ça va être très compliqué. Et en pratique, les entreprises ne veulent pas nécessairement atteindre ce point-là. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, quels sont les gros risques, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pas utiliser de système interdit, prendre des mesures, documenter, faire un effort. Et enfin, aller chercher un petit peu couvrir les risques les plus importants tout en restant un peu pragmatique. Et c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que je pense que l'Union européenne ne va pas venir sur une entreprise neuchâteloise en premier, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses avant. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est pas vraiment, mais c'est un sujet ouais, où qu'est-ce que la Suisse fait et quel est le poids de toutes ces lois européennes. C'est un sujet qui est intéressant et qu'on peut volontiers discuter après coup. Oui. Une question là. Imaginons que j'ai un système classifié, mesuré de particules d'un produit avec l'IA pour faire les tri, et je l'utilise pour un produit que je veux utiliser pour pigmentation, pour n'importe quoi, anodin.
Le même système utilisé dans un produit que c'est de l'alphaco, alimentation, cosmétique ou quelque chose d'utilisation personnelle, je dois le classifier comme de haut risque ou pas. C'est le même produit. Le même système qui... Le même système. Oui, oui, il peut avoir un autre risque dépend le secteur dans lequel il est utilisé. Oui, c'est juste. Ok, merci. Très bien. Juste une question. Oui. Précision. Quand vous parlez de garantir la précision, c'est vous parlez du fait que est-ce que le système IA que je mets en place remplit l'objectif et exclusivement l'objectif pour lequel je l'ai mis en place? Oui, ouais, voilà. L'évaluation des déviances du système. Mhm. Oui. Non, totalement. Il n'y a certainement pas de recul, mais est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Vous y reviendrez peut-être après. Et puis, ce qu'on voit aussi au niveau de la LPD, c'est que les directives et ce qui est fait dans les différents pays n'est pas du tout similaire. Voilà, donc juste, le micro, c'est pour la vidéo. Après, si tu peux répéter la Il faut question. parler plus Ah. fort. Pardon. Bon, je redis, en fait. Non, mais c'est bon. C'est bon. Juste, Ok. Donc, pour la question des sanctions qui sont prévues, la loi prévoit en effet des sanctions dans un système similaire du RGPD, donc des pourcentages de chiffre d'affaires avec des niveaux dépend si on viole les risques élevés, les risques haut risque ou les risques minimums. Donc ça oui. Et ensuite sur par rapport à la différence entre la NLPD et le RGPD, oui, et après, ce qui est important, c'est que cette loi, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que ce n'est pas très clair, en tout cas à mon sens, je ne sais pas si ça l'est pour quelqu'un, dans ce cas-là volontiers, mais quel est le rôle entre le AI Act et le RGPD, comment les choses vont s'abriquer, quelles sont les conséquences, parce que le RGPD reste applicable, c'est-à-dire que ça, c'est clair. Et c'est pour ça que la Suisse a, je pense, cette idée de dire on va rester sur de la réglementation sectorielle, pour avoir la LPD. La NLPD va continuer de s'appliquer au système d'IA de manière totalement, dès le moment où il y a des données personnelles, ça s'applique également. Et du coup, le lien entre la loi sur l'IA et le RGPD, au niveau européen, on verra comment il va se développer. Mais oui, on n'a pas de recul et le but, c'est vraiment le but de cette partie-là de la présentation était de savoir ce qu'il en est, ce qu'il existe et quelles sont les choses à avoir en tête en utilisant un système d'IA dans le marché européen, quels sont les risques que je dois avoir en tête et comment les adresser. Très bien. Propose de... Ah, pardon, je n'avais pas vu. Oui. Oui, juste peut-être pour la question que vous posez sur la différence entre RGPD et puis l'AI Act, je pense qu'il y a un truc qu'il faut regarder entre les deux. C'est qu'en fait, l'AI Act ne parle pas de données personnelles. Non, totalement, on parle de données totales. C'est vraiment très large. Hein. Oui, oui. Et probablement que les deux choses sont coordonnées là autour. Oui, enfin, il y a tout à fait, ça c'est sûr. Et regardez le premier point de mon point de protection des données, c'est donc données anonymes ou données personnelles, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est dans des données anonymisées, la protection des données n'est plus pertinente, forcément, si elles sont réellement anonymisées. Et du coup, dans ce cas-là, on n'aura plus que les AI Act. Exactement. Maintenant, la question, c'est, quand on a des données personnelles, les deux vont s'appliquer l'un sur l'autre, et donc on va devoir respecter, dans l'Union européenne, bien sûr, les deux choses en parallèle, ou en Suisse aussi, si on a dans ce cas de champ d'application étendu des deux lois. Mais du coup, c'est... Oui ? J'avais juste une question parce qu'il me semble que dans l'AI Act, il y a quand même une petite exception qui est faite pour certaines forces de l'ordre, c'est juste? Oui, il y a des exceptions. Enfin, il y a des exceptions de comment c'est utilisé. C'est-à-dire que, en gros, ma compréhension est la suivante, c'est que si on est dans un cas de surveillance, caméra de surveillance en permanence pour dire cette personne va probablement commettre un crime, il faut l'arrêter maintenant, interdit. Voilà. Mais si on est dans quelque chose de, on sait qu'il y a une personne selon la description suivante qui va commettre un attentat à Neuchâtel demain et qu'on peut utiliser le système d'IA pour prévenir ça, ça peut être utilisé. Dans ce cas-là, il y aura toujours des exceptions par rapport à ça. Ouais. Non, parce que ma question c'était un peu de savoir si là on interdit en fait pas mal de choses qui font du sens. Après on met certaines barrières à certaines entreprises. Les petites n'arriveront pas à faire tout le travail derrière pour être compliant. Les grosses y arriveront.
on essaye d'éliminer certains risques, mais finalement, on élimine les risques qui sont complètement évidents et du coup, que je pense que enfin, voilà, les entreprises n'utiliseront pas forcément de toute manière. Par contre, on ouvre la brèche là où il y a peut-être le vrai problème, parce qu'on sait que finalement, même si on peut avoir confiance en nos autorités, il y a souvent eu des gros abus qui sont venus depuis le gouvernement lui-même, et du coup là, on laisse en fait la porte entrouverte pour que ces systèmes-là, qui sont quand même bien pratiques pour contrôler Ouais. tout ça, soient utilisés. Donc finalement, Ouais, il y a deux poids, deux mesures qui sont... tout à fait, mais après, c'est aussi pas nécessairement les mêmes règles qui s'appliquent aux mêmes entités. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend protection des données, pour les autorités, c'est pas la NLPD qui va s'appliquer, les autorités cantonales, par exemple. Autorité fédérale, oui, mais pas autorité cantonale. Et du coup, il y a aussi ce deux poids, deux mesures où ce pas nécessairement les mêmes règles. Et après, si on est dans de la surveillance pénale, il y a les règles de procédure pénale qui vont venir s'ajouter à ça. Mais oui, en effet. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, finalement, là, on cadenasse bien l'aspect Entreprise. privé. Par contre, le risque existe toujours pour tout ce qui est en dehors de ça, finalement. Il reste, voilà, il y a d'autres règles qui s'appliquent et honnêtement, je ne sais pas si l'Union européenne, je ne suis même pas sûr que ce soit de la compétence de l'Union européenne ou si on est vraiment dans chaque pays, parce que je pense que tout ce qui est police, etc., va être réglé par chaque pays, et procédure autorité pénale également. Donc à voir comment chaque pays ensuite va s'appliquer par rapport à ça. Je me souviens, au lycée, on avait un cours de philosophie, puis je crois que c'était Aristote qui disait qui surveille les bergers, quoi, finalement. Donc là, on arrive un peu dans le cas où finalement les outils arrivent, et qui va surveiller ceux qui imposent les réglementations aux autres, quoi. Et un autre point intéressant, je trouve, que je soulève, c'est le fait que les grandes entreprises auront toujours tendance à pouvoir en tout cas investir les moyens nécessaires et les ressources nécessaires pour passer la barrière de la compliance, alors que beaucoup d'entreprises plus petites n'auront simplement pas les moyens de le faire. Et ça, c'est aussi une conséquence potentielle de cette régulation. Protection des données. Donc, le premier point, donc, vous êtes tous, j'ai l'impression, familiers avec ces choses-là, donc n'hésitez pas à me dire si je dois avancer plus vite. Mais données anonymisées et données personnelles. Donc si on est sur des données anonymisées, les règles de protection des données, RGPD et NLPD, ne s'appliquent pas et du coup ne sont pas pertinentes par rapport à ça. Si on est dans des données personnelles ou pseudonymisées qui font qu'elles restent personnelles, la loi va s'appliquer, que ce soit LPD au sens stricto suisse et RGPD au sens du champ d'application plus large du RGPD sur la Suisse également. Quels sont tous les risques, les problématiques qui peuvent être en lien avec la protection des données et l'intelligence artificielle? C'est donc la concept de finalité. Vous le savez sûrement, quand on traite des données, on doit dire pourquoi on les traite, quelles sont les finalités, c'est toutes ces choses qui sont listées dans les politiques de confidentialité, etc. Et beaucoup de gens qui travaillent avec l'intelligence artificielle ont tendance à vouloir dire si j'ai des données, je vais trouver quelque chose à en faire par la suite, je vais pouvoir... Ce n'est pas le problème. Mais le problème par rapport à la protection des données, c'est qu'il n'y a pas vraiment de données nice to have. On ne peut pas simplement collecter des données au cas où. Et du coup, ce problème d'utilisation d'une donnée qui a été collectée ou traitée pour un objectif, une finalité, pour une autre finalité, même si elle est très bien commercialement, ça pose un problème par rapport à ça. Et donc ça, c'est un des problèmes qui doit être réfléchi quand on collecte des données dans le but de les utiliser à l'IA ou si on veut récupérer des vieilles données pour les utiliser dans un contexte d'intelligence artificielle. Il y a la notion de finalité qui est importante par rapport à ça. Un autre point, c'est que les lois sur la protection des données disent que les données doivent être exactes. Et le problème par rapport à ça, c'est tout ce qui est lié à l'hallucination et potentiellement aux modifications des données dans le cadre de l'entraînement, des choses comme ça, et fait que si la donnée n'est plus exacte, concrètement, on viole les règles applicables. Et du coup, l'hallucination cause un problème par rapport au principe d'exactitude. Et c'est aussi, indépendamment de l'hallucination, c'est aussi très difficile dans le cadre de données d'entraînement d'un modèle d'être sûr que toutes les données sont exactes parce que c'est aussi simplement une question entre guillemets opérationnelle ou technique de ne pas pouvoir s'assurer de ce principe-là. Un autre point, c'est l'information et le droit des personnes concernées. C'est lié un petit peu aux deux points précédents, mais l'idée que concrètement, les personnes concernées, donc les gens qui ont des données qui ont été traitées,
ont plusieurs droits, dont notamment le droit au retrait de leur consentement, si le traitement est basé sur leur consentement, le droit à l'effacement de leurs données quand la finalité est atteinte. Et tout ça, c'est relativement facile quand c'est un fichier Excel, mais c'est beaucoup plus compliqué quand les données ont été utilisées, entraînées, réutilisées, etc., etc. Et du coup, ça, c'est aussi un point qui peut poser énormément de problèmes aux entreprises, de savoir comment pouvoir réagir si on a utilisé des données personnelles dans l'entraînement d'un modèle et qu'on vient me dire je voudrais qu'on efface la donnée du set d'entraînement. Et par exemple, concrètement, le consentement, ça peut être très concret. C'est-à-dire que j'ai lu un cas d'une entreprise qui utilise des photos, qui entraîne un système d'IA qui a pour but de anonymiser les photos des gens. C'est-à-dire que si on fait une photo de nous tous, nos visages seront tous un tout petit peu modifiés pour que ce ne soit plus des données personnelles. Donc le but est de dépersonnaliser les photos. Mais pour ce faire, ils ont utilisé beaucoup de stocks de données, mais aussi une autre chose qui est des photos de gens qui sont des photographes. On dit OK, vous acceptez qu'on vous prenne en photo, etc. pour entraîner un système, etc. Génial, les gens ont dit oui, on est d'accord, c'est super. Si dans 2 mois, toutes les personnes disent en fait, on n'est plus d'accord, j'aimerais bien que vous arrêtiez d'utiliser ces données-là, ça peut poser un problème sur l'entraînement du modèle si ces données sont toujours utilisées, bien entendu. Enfin, mais point suivant, les bases juridiques pour le traitement, je l'ai tout petit peu mentionné avec la notion du consentement, mais du coup, au sens de la NPD, si le traitement atteint à la personnalité ou au RGPD dans tous les cas, il faut une base juridique pour le traitement. Et du coup, cette base juridique doit aussi être liée à la finalité. Et du coup, de nouveau, on revient à cette notion d'information des finalités, de pourquoi est-ce qu'on veut utiliser les données, y compris dans un contexte d'IA, et d'obtenir la base juridique qui s'applique par rapport à ça. Enfin, 2 autres sujets qui sont pertinents, la notion de profilage, de décision automatisée. Et du coup, il y a une certaine obligation d'information, aussi d'avoir human in the loop dans les décisions automatisées, c'est-à-dire que soit que l'humain va donner le go final, on va dire, ou alors que l'humain va établir les paramètres de la décision de telle manière que le système peut prendre sa décision. Mais du coup, plus on délègue à l'IA la prise de décision, si c'est des décisions automatisées, il y a non seulement le côté on doit informer les gens de manière suffisamment clair que c'est des décisions automatisées, comment elles fonctionnent, etc. Et aussi l'obligation d'avoir donc la personne qui est impliquée par rapport à la décision. Quoi garder en tête par rapport à la protection des données? Donc, limitation des finalités et principes d'exactitude. Veiller à ce que les personnes concernées soient informées du traitement des données dans le cadre des activités liées à l'IA. Donc, pas oublier d'informer de cette finalité-là, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Veiller à l'exactitude, à la qualité des données, utiliser à des fins de formation, entraînement du système. Anonymiser les données dans la mesure du possible et penser au principe de privacy by design and privacy by default. Donc, ayez en tête de développer votre système, votre outil, vos services avec la protection des données en tête dès le début, et notamment par exemple l'anonymisation dès que possible ou de la pseudonymisation par des mesures techniques et organisationnelles pour limiter le plus possible les risques par rapport à ça. Base juridique, veillez à ce que les données personnelles que vous collectez aient une base juridique, notamment par rapport au traitement des données d'entraînement, mais input, output du système également. Enfin, dès qu'il y a des données personnelles, chaque étape doit respecter les principes de protection des données. Et si le consentement est nécessaire, veillez que les personnes aient été suffisamment informées et comprennent que le consentement soit éclairé et qu'ils comprennent l'utilisation de leurs données dans l'intégralité pour ne pas se retrouver dans une situation où les gens vont tous bloquer leur consentement ou dire « ah, ce n'est pas la finalité que j'avais compris », etc. et se retrouvent dans une situation de blocage de ces données. Par rapport au profilage et aux décisions automatisées, informer les gens que si un système d'IA va être utilisé aux fins de décisions automatisées ou de profilage, divulguer la finalité, la logique d'un système de manière compréhensible. On ne peut pas se cacher derrière des choses techniques trop compliquées pour que les gens ne comprennent pas quelle est la logique du système et les conséquences possibles de l'utilisation et assurer d'avoir une surveillance humaine, donc human in the loop, d'avoir quelqu'un qui est applicable, qui
concrètement participent à la décision de décision automatisée. Et enfin, droit des personnes concernées, mettez en œuvre les moyens techniques pour garantir aux personnes accès à leurs données personnelles. Donc, en gros, pouvoir répondre à la question « j'aimerais mes données personnelles, j'aimerais supprimer mes données personnelles ». Si vous avez des données personnelles, mettez en place les mesures techniques pour pouvoir le faire dès le début et garantir des mécanismes appropriés de retrait du consentement pour pouvoir, cas échéant, que ce soit d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue d'accès par rapport aux personnes concernées. Est-ce que vous avez des points à propos de la protection des données? Oui? Je trouve que le clivage données personnelles, données anonymisées n'est pas si évident que ça en matière d'IA. Imaginons, je pense à parler comme ChatGPT, c'est pas bien. Prenons un exemple d'une IA, un modèle qui est entraîné, pré-entraîné ou pas, en tout cas je vais enrichir avec des données. Je crée un système d'IA qui est en interaction avec un employé par exemple, et je souhaite que ce système en fait crée une interaction personnalisée avec l'employé. Donc on va utiliser ces données personnelles pour fine-tuner le système pour interagir avec mon employé. Pour autant que ces données, ces interactions qui ont été faites avec le système d'IA vont peut-être être utilisées aussi pour enrichir le système dans l'utilisation dans un autre contexte. Et dans ce cas-là, ces données peuvent être personnelles dans l'interaction que j'ai avec l'employé, mais anonymisées dans l'utilisation dans un autre contexte pour enrichir un système qui va être utilisé par d'autres employés. Donc, super. La question, c'est donc de savoir Je trouve que le clivage entre la partie, si on est dans une bilatéralité, et qu'une fois que ça a été utilisé, que je sais pas comment dire, Je trouve que le données personnelles anonymisées peut être contextuel, pas forcément... Oui, concrètement. Je pense que la donnée, elle est personnelle tant qu'elle est liée à une personne identifiée ou identifiable. Donc, dans la première étape, très clairement, on est clair. Si après ça, c'est anonymisé, qu'on n'arrive plus à la relier à la personne, elle n'est plus personnelle, même si elle était personnelle au début. Si je comprends bien votre question. Ouais. Mais par contre, si c'est uniquement, quand on dit pseudonymisé, c'est par exemple, on va dire, c'est donné employé A, mais à côté, vous avez une autre feuille qui dit employé A, c'est Johan Garraud. Dans ce cas-là, ce n'est pas anonyme parce qu'il suffit de remettre les deux codes ensemble et on sait que c'est identifiable du coup. Du coup, ça va être la question de comment vous allez couper le lien entre la première utilisation et la deuxième utilisation, si je comprends bien votre question. Oui, c'est ça. Ouais. Mais aussi parce que potentiellement, je ne sais pas, je ne pas clair dans ma tête, mais je vais essayer d'être clair, mais peut-être qu'il y a aussi des données personnelles que j'utilise dans l'interaction que j'ai avec la personne. Mm-hmm. Effectivement, comme vous dites, je vais pouvoir l'utiliser aussi de façon anonymisée. Pour autant que j'arrive à casser le lien entre les deux systèmes, mais finalement on perd l'intérêt aussi. Ouais, c'est trade-off. Mais oui. J'ai malheureusement pas de solution miracle pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis sur cette question. Mais... Non. Je ne suis pas sûr de comprendre la problématique exactement, parce que typiquement un employeur peut peut-être avoir un intérêt à effectivement améliorer l'interrelation avec un employé X et pouvoir faire des inférences avec des données et savoir qu'il discute avec telle personne dans un cas X qui est son contexte. Et puis ensuite que ces données-là, effectivement, peut-être, j'en sais rien, pour améliorer par exemple un appareil auditif, traite des données de voix de A, B, C, D, E, F, mais qu'il ne soit finalement pas possible d'identifier effectivement dans un autre contexte qui est A, B, C, D, E, F, mais ça n'a de toute façon aucun intérêt, quoi. Donc dans ce cadre-là, c'est effectivement une donnée anonyme, parce que c'est juste une voix qui va servir d'input pour entraîner, améliorer finalement un appareil auditif, mais le fait que ça ne puisse pas être relié à une personne identifiable, dans ce contexte-là, n'en fait plus une donnée personnelle, mais ça n'a effectivement plus d'importance par rapport au contexte. Oui, j'essaie de prendre un exemple peut-être. Mm-hmm. Prenons le recrutement RH. Automatiser un recrutement RH où vous recevez une annonce, puis vous recevez des CV. Puis... Oui, pardon. Donc prenons un système de recrutement automatisé RH, des solutions qui fonctionnent plus ou moins bien aujourd'hui.
où vous avez un système qui reçoit des CV, qui va analyser ces CV en lien avec une annonce, et puis potentiellement derrière entraîner un espèce de pré-entretien en ligne avec la personne qui est retenue. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire ce genre de choses. Vous allez nécessairement créer de la donnée en lien avec l'entretien que vous allez créer avec cette personne, qui va être personnel. M'arrêtez si je dis une bêtise. Hein. Oh. Surtout, parce que j'en dis des bêtises. Alors, Tout le monde. Donc je vais créer de la donnée qui va être en lien avec la personne que j'interviewe. Cette donnée, potentiellement, je vais la réutiliser derrière. Si la personne passe l'étape, il va continuer le processus de recrutement. Donc c'est la donnée personnelle. Mais potentiellement, cette donnée personnelle en lien avec cet entretien, je voudrais l'utiliser pour enrichir mon modèle et puis l'utiliser dans un autre contexte, parce que ça va me servir potentiellement à enrichir l'interaction que j'aurai pour d'autres entretiens, etc. Je ne sais pas si je suis... Ouais, je crois que je vois. Et donc, il y a là, à ce moment-là, je me retrouve avec une donnée que j'utilise personnelle dans un contexte, mais que j'aimerais utiliser dans un autre contexte. Donc, alors, on peut imaginer taguer la donnée avec un tag et puis dire, là, c'est un tag David Vincent dessus, et puis, ce que je m'appelle David Vincent, désolé, mais tag dessus, et puis après, on nettoie, on enlève tous les tags de David Vincent dans le système, et puis on n'en parle plus, quoi. Je sais pas, hein, peut-être que c'est un faux problème, j'en sais rien, mais... Oui. À la réponse à ça, il y a déjà une première étape. Du moment où on fait du recrutement, où on acquiert des données sur Internet ou pour une entreprise, la première chose, c'est de mettre la NLPD en place. Non, c'est bon. C'est de mettre la NLPD en place. Du moment où on récupère des dossiers, il faut préciser aux personnes à qui on demande, on va récupérer les données personnelles ou de profilage, etc. Dans un processus de recrutement, c'est obligatoire de pouvoir donner les informations nécessaires à dire on va traiter vos données. Et à partir de là, vous pouvez en faire ce que vous voulez pour autant que la personne vous donne son accord. Et surtout, dans du profilage, c'est un accord écrit qui est obligatoire. Donc, de ce moment-là, si vous l'utilisez pour profilage, vous êtes obligé d'avoir un contrat avec la personne en quoi vous allez utiliser vos données en termes de profilage. Donc, elle sera obligée de vous donner. Si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Point. Et ça serait déjà là, il y a la première étape. Oui, et c'est aussi la finalité par rapport à ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez une fois que vous avez justement la donnée. Vous devez expliquer pourquoi vous collectez cette donnée et pourquoi vous la traitez et dans quelle finalité et aller uniquement cette finalité-là. Ouais. Mais justement, juste pour rebondir, donc dans ce cadre-là, si tu réexploites la donnée en question dans un but différent, pour toi, si tu développes ce système, ça va rester une donnée personnelle parce que toi, tu pourras toujours faire le lien, mais tu devrais informer l'employé qu'effectivement, en dehors de ce contexte de RH pour lequel tu exploites cette donnée, tu vas l'utiliser dans un but qui, je suis d'accord avec Johan, qui n'est pas forcément compatible avec le but premier pour lequel tu as récolté ta donnée et en informer l'employé, quoi. Avec la question de savoir est-ce qu'il faut le consentement ou pas, alors après, ça dépend des données, etc. Mais donc, effectivement, ça reste pour toi une donnée personnelle parce que toi, tu peux faire ce lien, quoi. Donc, et là, il faut en informer pour dire je fais une nouvelle utilisation de la donnée pour un but différent de celui pour lequel j'avais à la base collecté. Ouais. On tombe un peu dans la problématique du données nice to have, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement tout enregistrer et puis se dire on va en faire quelque chose après coup, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, c'est une autre question. Mais donc, est-ce que voilà, donc vous vouliez dire quelque chose? Moi, je vous ai traité sur ce cas de monsieur aussi. Moi, au niveau d'entreprise, généralement, j'ai des cartes d'identité, etc., que je dois collecter pour les clients. La chose, c'est qu'avec la protection des données, normalement, je devrais détruire ces cartes d'identité, ces photos. Mais si je vous écoute, je pourrais dire à mes clients, pour des données que je peux ressaisir par la suite, je ne sais pas si c'est juste, parce que moi je ne suis pas du métier, je pourrais les réutiliser par la suite, c'est ça? Dans un autre contexte. Dans un autre contexte. Autre but, en fait. Mais oui, voilà. Changer le but en fait, d'utilisation des données. il faut, en fait, chaque traitement est lié à une finalité et chaque finalité doit être expliquée à la personne concernée. Et à la base, tout ce qui est les données personnelles, photos et adresses, etc., normalement, on n'aurait pas le droit de les collecter. On devrait les supprimer. On ne pouvait pas les garder. Une fois que la finalité est atteinte. Voilà. Exactement. Je pense que si on prend les conditions générales de Microsoft, Apple ou Google,
vous êtes couverts, parce qu'à mon avis, ils utilisent bien plus que ce qu'ils disent, donc si eux ils l'ont fait comme ça doit jouer. Je rigole. Mais, enfin, en fait, on se dit, enfin, toute cette notion de pourquoi est-ce qu'on utilise les données, c'est un peu vague, mais c'est toutes ces notions de politique, qu'est-ce qu'une politique de confidentialité? C'est juste la forme qu'on a définie comme étant la manière d'informer les gens. Après, on ne les lit pas ici, enfin, moi des fois je suis obligé, mais, mais je veux dire, c'est quelque chose où elles font, on s'est expliqué dans ces politiques de confidentialité, ok, on va l'utiliser pour, par exemple, le langage qu'on va utiliser, c'est améliorer nos services. Et ça nous donne une certaine latitude pour réutiliser les données dans l'amélioration des services. Mais c'est quelque chose où il faut qu'il y ait une information et ça reste problématique dans le sens où si vous basez ce traitement sur le consentement, la personne a le droit de retirer son consentement. Et du coup, ça, c'est un problème. Par exemple, si vous prenez l'adresse, mais c'est tout un autre sujet qui n'est pas vraiment lié à l'IA, mais si vous avez... Pourquoi, en tant qu'employeur, vous avez besoin de demander l'IBAN de votre employé, par exemple? Ce n'est pas basé sur le consentement, c'est basé sur le fait qu'il faut bien le payer. Et du coup, c'est l'exécution d'un contrat, et du coup, c'est motif légitime. Et du coup, même si la personne lui dit « je ne veux pas que vous ayez mon IBAN », ce qui n'arrivera probablement pas, mais si ça c'était le cas, vous pourriez dire « non, j'ai quand même le droit de l'avoir parce que je dois exécuter le contrat ». Mais du coup, c'est lié à cette obligation d'informer les gens de pourquoi est-ce qu'on traite une donnée. Okay. Oui. Juste niveau timing, on en est à quoi à peu près? On a eu beaucoup d'interactions, donc environ la moitié, mais on va faire un peu plus vite pour avancer, je pense. Parce que justement, pour ceux qui ont le gosier sec, si vous voulez, on peut commander un petit truc à boire, histoire que vous soyez tous à l'aise. N'hésitez pas à marcher, vous déplacer. Enfin. Ok. Mais on va... Mais comme ça, tu peux continuer. Oui, oui, très bien. Du coup, prochain chapitre, la propriété intellectuelle. Donc, il y a quatre grandes questions liées à l'intelligence artificielle et à la propriété intellectuelle. C'est donc la protection de l'input, la protection du modèle en tant que tel, et la protection de l'output, et ensuite des potentielles atteintes à la propriété intellectuelle des tiers. Il y a différents potentielles règles légales qui s'appliquent à ça. Donc, protection de l'input, c'est la question, est-ce qu'on peut protéger une prompt, par exemple, ou une base de données, etc. Donc, la protection de la base de données est possible via le droit d'auteur dans certains cas particuliers si la base de données respecte les conditions du droit d'auteur de manière générale, donc est une création intellectuelle ayant un caractère individuel sophistiqué. Les prompts, on peut imaginer une sorte de protection des prompts, mais il faut qu'elles soient très sophistiquées. C'est-à-dire que j'ai vu un cas d'un avocat américain qui utilisait un système d'IA où il avait passé, je crois, 4 heures sur la prompt, où c'était vraiment quelque chose de très, très détaillé, d'explication pour rédiger son texte juridique. Quelque chose comme ça, on peut dire, ça serait protégé peut-être par le droit d'auteur parce que c'est suffisamment original, individuel et précis, et il y a suffisamment de création intellectuelle derrière. À l'inverse, si vous demandez à ChatGPT des recettes de pizza pour ce soir, ça ne sera pas protégé par le droit d'auteur. Ensuite, il y a la protection du modèle en tant que tel. C'est un autre sujet. Est-ce que le modèle est protégé par le droit d'auteur? On peut le protéger par les secrets d'affaires, on peut le protéger par le droit d'auteur d'une certaine manière aussi, pour autant que le code soit parce que le software en tant que tel est protégé par le droit d'auteur, mais il faut encore qu'il soit protégé en tant que tel. Mais c'est peut-être justement un sujet où on peut aller un petit peu plus vite pour ne pas rentrer dans les détails légaux et aller à la suite. Mais la dernière étape, c'est la protection de l'output. Donc, c'est la question qui est très intéressante philosophiquement. C'est est-ce qu'une machine peut créer de l'art? Est-ce qu'un robot peut être un peintre? Est-ce que ça peut être protégé par le droit d'auteur? Et là, on peut imaginer justement le droit d'auteur ou les brevets si l'intelligence artificielle va nous aider à rédiger un brevet. Mais il y a un problème principal, c'est que tous ces systèmes de propriété intellectuelle sont basés sur le fait qu'un être humain doit être lié à la création. Et du coup, dans un brevet, on aura un inventeur. Dans le droit d'auteur, il y a un auteur et du coup une création intellectuelle humaine. Et même si l'intelligence artificielle peut créer quelque chose de suffisamment original ou créatif pour passer le niveau nécessaire à la protection, on va dire, ça
s'il l'a fait entièrement tout seul, pas créé par un humain, donc pas protégé. Et du coup, c'est un petit peu, si on peut imaginer des problèmes concrets de ça, c'est de dire si vous êtes une start-up et vous vous vantez de créer tout votre code grâce à l'intelligence artificielle sans que personne ne travaille dessus, concrètement, votre code n'est pas protégé par le droit d'auteur si on va jusqu'au bout du raisonnement, potentiellement. Et du coup, les gens peuvent l'utiliser librement, par défaut. Et du coup, il y a potentiellement des risques qui peuvent être concrets par rapport à ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est l'atteinte à la propriété intellectuelle par l'intelligence artificielle. Concrètement, une utilisation de propriété intellectuelle sans licence, donc son droit d'utilisation est une violation, notamment, enfin, les exceptions ici sont notamment liées au droit d'auteur. Mais s'il y a une violation, on peut imaginer une exception. Et tout ça, c'est toute la doctrine, vous avez sûrement lu aux États-Unis, de tout le concept du fair use et de l'article du New York Times, etc., qui est du droit américain. Et en Suisse, on a des exceptions dans la loi qui prévoit une exception pour le droit d'auteur pour l'exploration de textes et de données, donc c'est du text and data mining, grosso modo, mais à des fins de recherche scientifique uniquement, alors que dans l'Union européenne, on a text and data mining de manière générale. Et une autre exception, ça serait des copies transitoires, mais c'est unique. Donc on pourrait argumenter, ok, pour l'IA, c'est uniquement à des fins d'entraînement, donc c'est uniquement transitoire, etc. Mais le problème, c'est que cette exception ne s'applique que s'il n'y a pas d'indépendance économique de la copie. Or, si vous utilisez une copie pour entraîner un modèle d'IA, il y a forcément une indépendance économique dans le sens où le modèle a à lui-même sa valeur. Donc on est un peu dans une situation bloquée par rapport à ça au sens de la loi suisse actuelle. Quoi faire en termes de propriété intellectuelle? Donc de nouveau les 4 sujets. Comment protéger l'input? L'input ne sera probablement pas protégé par, dans très peu de cas protégé par le droit d'auteur de par lui-même, donc la prompt. Donc si vous partagez vos prompts, si vous voulez protéger vos prompts, la meilleure manière c'est la confidentialité, c'est le secret, donc des accords de non-divulgation, donc NDA, ou des clauses de confidentialité dans vos contrats si vous partagez ces choses-là. Veillez aussi à ce que les contrats contiennent des clauses de propriété intellectuelle pour s'assurer que si ils étaient protégés, ils vous appartiennent, ou dans la mesure où ils sont protégés, ils vous appartiennent à l'entreprise, et adopter des mécanismes techniques pour garantir la sécurité et la confidentialité de ces données, de ces choses-là, pour que justement, c'est le pendant technique du point A, où c'est bien beau d'être obligé contractuellement, mais il faut aussi que la sécurité suive par rapport à ça. Protection du modèle. De nouveau, clause de confidentialité, clause de cession de propriété intellectuelle, c'est la même chose. Si l'algorithme est clair et non modifiable, parce qu'il n'évolue pas, sur le software est du software pur, on va dire, dans ce cas-là, on peut imaginer une protection par le droit d'auteur. Et veiller, clause de confidentialité, enfin, voilà, etc. Ah, désolé, 4 et 5 sont une mauvaise copy-paste. Protection de l'output. Donc, examiner les accords de licence. Si vous créez avec un outil d'intelligence artificielle, un autre élément, c'est est-ce que, admettons que ça soit protégeable, est-ce que ça vous appartient déjà, premièrement. Donc, c'est-à-dire que si vous dites, OK, c'est créé par un humain parce qu'on participe assez à la création, ce n'est pas totalement indépendant, j'interagis, je crée, est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça appartient à OpenAI, Google, etc. Enfin, donc, c'est des choses à aller voir si vous utilisez des fournisseurs de systèmes d'IA. À qui appartiennent les outputs, à qui appartient donc la propriété intellectuelle de ce qui va être créé grâce à ce modèle-là. Et voilà, pour qu'on ait une protection, ça doit être la personne qui a travaillé dessus, donc la personne qui modifie le résultat original, la personne qui est impliquée par rapport à ça. Violation et risque. Analyser des données de formation pour savoir si elles contiennent du matériel protégé par le droit d'auteur. Pour ne pas vous-même violer le droit d'auteur, essayez de vérifier si vous utilisez un système, une base des données d'entraînement, un set de données ou quoi que ce soit. Obtenez des garanties de la part de l'entreprise qui va vous fournir ces données, qu'elles ne concernent pas de droit d'auteur ou que l'utilisation de ces données ne va pas violer le droit d'auteur d'une partie tierce. Et adapter le système pour que ça ne génère pas de diffamation ou non pas de diffamation, des informations protégé par la propriété intellectuelle. Et ça, c'est tout le problème quand à un moment, ChatGPT, on pouvait générer Mario ou des choses comme ça, etc. Et du coup, la création va violer le droit d'une partie tierce. Et du coup, si on pouvait
Si vous vous mettez à disposition pour ça pour des tiers, vous devez, si possible, bloquer cette création-là. Est-ce que vous avez des points par rapport à la propriété intellectuelle? Non? Oui? Moi, j'ai bien plein de gens autour de moi maintenant. J'ai jamais vu autant d'auteurs de livres en ce moment. Les LM sont sortis. Très bien, pas de souci. Mais les gens qui utilisent l'IA pour écrire un livre, le livre leur appartient ou pas? Est-ce que les gens qui utilisent l'IA, est-ce que le livre les appartient? J'essaie de répéter pour la vidéo. C'est du coup, ça dépendra dans quelle mesure. S'ils mettent juste une prompt de rédiger un livre XY et après ils l'impriment, j'argumenterais que non. Mais s'il y a vraiment une interaction où on va écrire chaque chapitre entre guillemets en interaction, etc., et participer en corrigeant, en disant non, mais j'ai besoin que ça soit un petit peu plus de cette manière-là, etc., dans ce cas-là, j'argumenterais qu'il y a une application suffisante de l'humain pour qu'il soit l'auteur et que ça soit un outil au sens de... Il y avait tout le débat quand l'appareil photo est arrivé. Est-ce qu'un photographe peut créer une œuvre susceptible d'être protégée par le droit d'auteur? Parce que concrètement, c'est la machine qui prend la photo. Et c'est un peu cette même analogie qui se pose ici. Donc, c'est la question d'application de l'être humain par rapport à ça qui est donc du cas par cas. Très bien. Oui? Ouais, je me permets pour la question du droit d'auteur, mais finalement, comme monsieur disait, il y a plein de gens aujourd'hui qui génèrent des livres, mais qui va aller regarder le travail de l'auteur pour lui dire comment tu as travaillé, comment tu as fait, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Non, le moment où cette... Enfin, la question où ça se pose, c'est est-ce que si quelqu'un copie le livre sans droit et en fait sa première chose, est-ce que vous pouvez démontrer non mais j'ai du droit d'auteur parce que justement, vous voyez, je participais, voilà, ou alors j'ai 6 versions du texte où à chaque fois j'ai amélioré en utilisant, etc. Ce paragraphe est de moi, j'ai rajouté cette phrase, etc. Donc c'est plus quelque chose de, si vous êtes dans ce cas de j'écris des livres, c'est plus pour vous de vous protéger, pour pouvoir dire par la suite non mais j'ai le droit d'auteur en effet. Très bien. Nous allons passer à la deuxième étape, donc un peu plus pratique dans une certaine manière, mais on ne va pas faire des exercices, mais d'utilisation de l'IA dans un business, donc par secteur, on va dire, d'une entreprise. Donc par rapport au... C'est une sorte de récapitulatif un peu de ce qu'on a discuté, de se dire, OK, si on est dans cette partie-là d'une entreprise, qu'est-ce qu'il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut penser par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on est dans le domaine produit-service, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? On utilise un système d'IA. Est-ce que la loi de l'Union européenne va s'appliquer, donc quand elle rentrera en vigueur entièrement? Si oui, est-ce qu'on utilise un système ou un modèle qui est dans une catégorie réglementée? Si oui, qu'est-ce qui va s'appliquer? Pour le droit d'auteur, qui détient la propriété intellectuelle de l'input et de l'output? Donc si j'utilise l'IA pour fournir des services, est-ce que ce qui va être géré nous appartient à l'entreprise, enfin, ou à l'employé qui va le céder à l'entreprise de par le droit du travail? Est-ce que ça appartient à l'entreprise du coup ou pas? Comment est-ce qu'on peut protéger le logiciel? Quelles sont les licences en place? Quels sont les accords avec les outils que j'utilise? Et de réfléchir à, OK, à qui appartient ce qu'on va créer grâce à ça? Protection des données. Est-ce que dans la manière qu'on collecte des données ou dans le cadre de l'utilisation de l'IA, est-ce qu'on les informe suffisamment? Est-ce que des accords sur le traitement des données, donc si on transfère des données à des tiers, à des sous-traitants, est-ce qu'on a des DPA en place si on est dans le cadre du RGPD? Est-ce qu'on a des clauses de confidentialité si on est dans le cadre de l'ALPD dans nos contrats? Qui sont nos sous-traitants? Parce qu'on utilise justement, concrètement, si vous utilisez ChatGPT avec des données personnelles, ChatGPT est un de vos sous-traitants parce qu'il traite vos données pour vous dans la finalité. Du coup, c'est quelque chose que vous devez informer les gens que vous utilisez des sous-traitants pour la génération de... Enfin, ça ne doit pas être OpenAI, mais il faut informer les gens que ce soit des fournisseurs de services informatiques dans le domaine de l'intelligence artificielle ou quelque chose dans cette direction-là. Et du coup, il y a toute cette information-là qui se met en place. Si on est dans le côté vente, de nouveau, premier point, c'est le même. Intelligence, enfin, loi sur l'IA, quel système? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il y a des points qui s'appliquent? Si on est de la protection des données, pour les ventes, c'est quelque chose, c'est toute la problématique des newsletters, de général, si on va communiquer de manière non sollicitée, techniquement, il faut le consentement, et ça s'applique aussi si on utilise
si on utilise des systèmes d'intelligence artificielle par rapport à ça. Droit d'auteur, si on génère du contenu marketing, qui a les droits? De nouveau, même question, est-ce que c'est pertinent? Ça dépendra du système marketing. Si c'est des blogs LinkedIn, encore, on peut se dire, est-ce que c'est pertinent de savoir à qui ils appartiennent? Peut-être pas. Mais si vous utilisez ça pour créer des campagnes marketing ou des slogans ou des choses que vous voulez ensuite déposer comme marque, il y a toute une question de à qui ça appartient par rapport à ça qu'il faut garder en place par rapport à l'élément du marketing. Et enfin, si vous êtes dans l'IT, là, il y aura tout un pan de la loi sur l'IA va s'appliquer de nouveau à l'IT, à la cybersécurité, de savoir quelles sont la gestion des risques par rapport à la qualité, les mesures de robustesse, de cybersécurité de la loi. Protection des données, c'est le principe d'intégrité, de confidentialité, et du coup d'assurer que les données personnelles soient protégées dès le début et par défaut de manière cybersécurité. Vous pouvez avoir les meilleurs contrats du monde, si vous vous faites hacker, ils ne vous serviront à rien. Et aussi par rapport à la protection des consommateurs, dont on n'a pas parlé en détail, mais d'assurer que les produits peuvent être utilisés en toute sécurité, ou les services peuvent être utilisés en toute sécurité par les consommateurs, parce que vous avez une responsabilité envers les consommateurs d'utilisation des produits de manière générale, y compris quand l'IA y est intégrée, bien entendu. Et les normes ISO 42001 constituent un pas dans la bonne direction, des bons éléments par rapport à l'IT, tout ça. Comme pour la NLPD, les normes ISO sont devenues très commune en pratique. La même chose s'appliquera pour l'intelligence artificielle sans aucun doute. Ce qui nous amène finalement un peu moins de temps que prévu au dernier chapitre. La Suisse, qu'en est-il? On en a déjà un petit peu touché mot. Donc il y a eu le 12 février dernier, donc la Suisse a déclaré qu'ils allaient ratifier la Convention cadre sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit du Conseil de l'Europe. Concrètement, c'est une convention qui est un peu plus pour but justement d'avoir ce lien droit de l'homme, et ce n'est pas la loi sur l'IA, c'est une autre convention. L'Union européenne a tendance de faire beaucoup de textes pour beaucoup de buts différents. Et cet article 8 prévoit donc, enfin un exemple, c'est par exemple l'article 8 de cette convention qui prévoit que les parties doivent adopter ou maintenir des mesures pour veiller à ce que les exigences de transparence et de contrôle adaptées au contexte et aux risques spécifiques, blablabla, y compris en ce qui concerne l'identification du contenu généré par des systèmes d'IA. Et concrètement, la Suisse va devoir intégrer ces obligations de cette convention dans son système juridique. Et cette ratification de la convention a été venue avec une communication de la Suisse de venir, on va faire une mise en place sectorielle. Et c'est donc de ce qu'on disait avant, la Suisse ne va pas faire une loi sur l'IA à la Suisse, mais va, cas échéant, modifier les éléments, les points de vue sectoriels, que ce soit les marchés financiers, où on aura des circulaires. Il y a déjà des circulaires de la FINMA sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On aura des modifications de la LPD, par exemple la transparence, c'est quelque chose qui pourrait totalement s'appliquer dans le cadre de la LPD. On aura des modifications probablement, enfin en tout cas je l'espère, mais c'est un autre sujet, de la LDA pour permettre justement à la Suisse d'être compétitive sur cette question-là du marché par rapport aux exceptions. Et des questions de responsabilité aussi, de responsabilité du fait des produits, de voitures automatisées, donc avec une nouvelle ordonnance sur les voitures automatisées, où si vous avez une Tesla, vous pourrez la laisser conduire à partir de début mars. Et toutes ces questions-là vont concrètement, l'intelligence artificielle aura de l'application, et la Suisse va légiférer, va déjà se rattacher à ce qui existe pour rattacher les systèmes d'IA en disant c'est pas parce que c'est de l'IA que les principes existants ne s'appliquent pas, qui est, je pense, une assez bonne décision. Et ensuite de légiférer cas échéant quand ça sera nécessaire ou cas par cas d'un point de vue sectoriel. Voilà, je ne sais pas si vous avez, quelles sont vos opinions sur la stratégie de la Suisse par rapport à ça. Là, je pense qu'on est plus dans une question d'opinion, mais allez-y, oui. Alors, ça sera une opinion, puis peut-être un retour aussi d'expérience dans un autre domaine qui est les crypto-monnaies, les technologies blockchain, l'infrastructure blockchain et autres. On a de la chance d'être en Suisse. Oui. Mais vraiment, parce qu'en fait, effectivement, quand on voit comment la Suisse met les choses en place, on donne une base de régulation, notamment là, c'est sur les cryptos, c'est avec la FINMA. Oui. On donne une base, et puis ensuite, en fonction des dérives qu'on voit, on commence un tout petit peu à bloquer. Et puis c'est vrai qu'on le ressent beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec le marché français et d'autres marchés, mais principalement la France,
où il y a une espèce de dépit des gens qui disent je ne peux plus rien faire parce la qu'en barrière fait, d'entrée est trop haute. on met que des barrières. Il n'y a que les grands qui débarquent avec des centaines de millions des États-Unis ou d'Asie qui mettent un truc en France et on peut rien faire. Et en fait, on voit gentiment, mais aussi dans ce domaine-là, un peu la Suisse comme une espèce d'arche de Noé 2.0 où les gens viennent se réfugier là pour développer leurs projets parce qu'en fait, ils ne peuvent pas le faire chez eux. Et ils le font avec l'espoir de se dire un jour, la régulation va changer et on arrivera avec peut-être 5 ans ou 10 ans d'expérience. Ouais, on aura suffisamment de revenus pour aller payer le prix d'entrée de la compliance européenne, on va dire. Ou quand les barrières pour la course seront ouvertes, bah, ils auront déjà 10 ans de tracking pour dire aux investisseurs, les gars, nous on le fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, j'avais une question, enfin, c'est plutôt aussi peut-être un peu une discussion générale, mais on a vu au départ, il y a un petit siècle en arrière, bah, tout ce qui était les entreprises n'existait pas, c'était des personnes qui finançaient leur propre usine et autres, mais c'était sous une personne. Après, on a fait les personnes morales. On a vu il y a quelques années en arrière aux Émirats Arabes Unis, si je ne dis pas de bêtises, bah, la première entité artificielle qui a reçu un passeport. Est-ce qu'on n'irait pas à un moment donné aussi sur la régulation de dire à partir du moment où une IA elle est là, bah, en fait finalement, comme pour une entreprise, je ne parle pas d'une personne physique, mais plutôt comme une entreprise, de lui dire elle a des responsabilités, elle a des devoirs et autres, et puis que finalement, ça devient des espèces d'entreprises 3.0, 4.0, Web 3, comme on peut les appeler, mais c'est des entités qui ont en fait sous une régulation juridique qui disent voilà, s'il y a une erreur, ça peut même être à un moment donné sur les voitures autonomes, c'est chaque voiture. Parce que pour moi, quand on voit un petit peu le futur, c'est pour moi demain une voiture Uber. On peut prendre une Tesla, même si en ce moment parler de Tesla, c'est un peu, on peut se prendre des pavés. Mais de se dire, ce genre de voiture, finalement, elle a son propre portefeuille. Quand on l'appelle, elle vient. Et puis c'est elle qui sait quand elle doit aller à une borne pour payer son rechargement, à quel moment elle doit aller faire une visite et tout. Et son seul travail, c'est de gagner plus d'argent que ce qu'elle dépense pour en redonner un peu à son propriétaire. Ouais, c'est une DAO/AI future. Oui, we'll see. Oui, we'll see. Mais voilà, voir comment est-ce que... J'aimerais bien pouvoir... Moi, je trouve que c'est aussi un sujet intéressant. La personnalité des robots, de manière générale, est quelque chose... Enfin, des robots, de l'IA, mais de manière plus générale, d'un système informatique autonome est intéressante. Mais la question, c'est un petit peu... Là où il y a une limite que je ne sais pas comment approcher, c'est peut-être, ça va être le droit pénal, par exemple. Je pense que là, voilà... Tant qu'on est dans de l'argent, ben, votre voiture, elle va payer. Voilà, vous avez cassé une vitrine, très bien. On envoie les cryptos automatiquement. C'est un smart contract, on n'a rien à faire. C'est même mieux, on n'a pas besoin d'aller devant le tribunal. C'est parfait en soi. Mais quand... Elles auront peut-être des avocats. Ouais, bah, après, en vrai, si la société va mieux, je suis prêt à changer de travail. Mais la question de qu'est-ce qui se passe quand on est dans le droit pénal, si on dit la voiture, elle ne marche plus. Voilà, ou alors il y a toute la question philosophique de est-ce qu'on a le droit de choisir sa voiture. C'est toute la question d'un cours de philosophie du droit, du trolley problem, la question de... sans doute déjà tous entendu cette question-là, mais avec un véhicule autonome, de dire est-ce qu'on peut se dire moi je choisis une voiture utilitaire dans le sens où j'accepte que c'est 2 égale 1, donc je préfère tuer ma mère que 2 enfants, parce que c'est 2 et 1, ou alors moi je choisis une choisie personnelle qui va privilégier ma grand-mère de 98 ans à la place d'une classe de 6 enfants parce que j'ai pas envie de tuer ma grand-mère. Est-ce qu'on a le droit de faire un choix? Si oui, est-ce qu'on emporte des conséquences? Et tout ça, c'est tous des sujets passionnants qui sont, qui je sais pas comment vont être réglés. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut rebondir. Mais... Non, moi j'ai peut-être un commentaire. Bon, moi je suis français, je suis parisien, bon, je suis soigné, je suis venu en Suisse, c'est bien. Mais nous on aime bien en France et puis en Europe faire des lois et puis après on s'étonne que toutes les sociétés quittent la France ou l'Europe. Moi ce qui me fait peur un petit peu là-dedans, c'est qu'on a quand même un fleuron français dans l'IA, s'appelle Mistral, qui a quand même réussi à se faire une place sur le marché et puis finalement Comment? Oui, mais bon. Ils sont à Paris. Comment? C'est ça qui compte. Ils sont à Paris. Mais ils sont à Paris. Voilà. Mais finalement, la loi européenne, elle va s'appliquer à eux et puis qu'à eux finalement, parce que les autres, quand on voit l'attitude de ce Trump aujourd'hui, il n'a rien à faire de l'Europe et de ce que pourra faire l'Europe, et puis il va imposer sa loi.
Et finalement, quand on regarde, c'est plus aujourd'hui, l'IA, c'est plus une guerre géopolitique plutôt qu'autre chose, Ouais, quoi, finalement. après, il y a aussi Qu'une toute la histoire question de comment est-ce qu'une entreprise, enfin, c'est un petit peu, si on prend la parallèle protection des données, Facebook ou Meta payent 1 milliard tous les 3 mois aux autorités européennes pour violation des règles, et c'est juste, c'est the price to pay, ça fait partie de leur politique, et ils veulent simplement pas être conformes, ils sont d'accord de payer, et ils acceptent de payer, et ça fait partie, enfin, c'est simplement le coût pour être sur le marché européen. Maintenant, où pour moi, je vois un risque, entre guillemets, compétitif, et j'espère que la Suisse, il n'y a pas plus loin de pas non seulement dire oh, on ne veut pas réguler, on va faire sectoriel, mais il n'y a pas plus loin de dire on va modifier la loi pour permettre la compétitivité de l'IA. J'espère qu'elle fasse ce pas dans l'autre direction, parce que justement, sinon, on prend le risque à quel moment est-ce que Meta et tous les autres vont dire ah c'est trop cher, je préfère, enfin j'ai plus envie de payer ces amendes, la compliance c'est de toute façon non, donc je vais juste plus en Europe. Et là c'est plus ce qui se passe. J'espère ou alors qu'on ait d'ici là beaucoup de solutions en Suisse pour remplacer tout ça, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais ça va, si vous n'avez pas d'autres sujets de cette manière-là, je vous remercie tous pour votre attention et on peut continuer. Merci beaucoup. Parfait, non, mais super, merci. Et puis justement, la discussion peut continuer autour de la table. Là, il y a les pizzas qui sont arrivées. Je crois que on va essayer de les répartir un peu. Elles sont là derrière. Mais du coup, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Merci beaucoup pour les réponses aussi. Merci. Et puis, on se réjouit alors de continuer. La semaine prochaine, au même endroit, on a Charles-Édouard Bardine qui lui est plutôt du côté technique, mais qui répondra aussi un peu à toutes les questions sur l'évolution de l'intelligence artificielle au niveau raisonnement, parce que ça évolue à une vitesse fulgurante. Et puis on parlait là de la personnalité juridique des robots, de ces personnalités artificielles. Là, on sera certainement en plein dedans, parce que vous verrez que l'IA maintenant raisonne, et on peut vraiment qualifier ça d'un raisonnement tout à fait humain d'une certaine façon. Donc venez la semaine prochaine, comme ça on continue la série en votre compagnie, c'était très agréable. Merci à tous.